Le scandale Exaion, la pépite tech française rachetée par des Américains, des fonctionnaires français pris en flagrant délit sur des sites pour adultes, une campagne de cyberespionnage chinois menée de façon autonome par une IA, et plus encore. Bonjour et bienvenue dans notre revue de presse zéro bullshit et techno-géopolitique. Ici, on décrypte les dernières actualités tech, cyber et géopolitique qui nous ont fait réagir au sein de la rédaction. News numéro 1. Donc on commence avec du lourd. Le site de contenu pour adultes MIM a vu ses données fuiter publiquement sur le dark web. Et ce n'est pas Jojo, puisqu'on découvre notamment que nos très chers fonctionnaires ne sont pas occupés à écrire des notes aux députés pour prélever de nouvelles taxes. Parmi les adresses qui ont fuité, on retrouve du intérieur.gouv.fr, du diplomatie.gouv.fr, gendarmerie.gouv, dgfip.gouv.fr, bref. Entre deux débats sur la taxe Zuckman, ils consomment aussi des boulards. Mais attention, pas n'importe lesquels, du boulard payant, disponible sur la plateforme MIM, dont votre serviteur découvre l'existence. À l'occasion de cette actualité, oui, je ne suis pas fonctionnaire, mais là, on est quand même dans l'élite. Rendez-vous compte, pourquoi consommer gratuitement et anonymement quand on peut, un, payer et deux, utiliser son adresse email professionnelle. Mais au-delà de la blague, ce sont plus quand même de 5 millions d'informations privées d'abonnés qui ont été exposées après cette fuite, parmi lesquels on retrouve en fait un peu tout le monde, et pas uniquement des fonctionnaires. Et si vous avez un compte abonné sur MIM, on vous recommandera évidemment de ne pas utiliser votre adresse professionnelle ou de changer de mot de passe et d'identifiant, car vous pourriez être concerné, qui sait. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes concerné et n'oubliez pas de taguer votre femme. News suivante. Anthropic, la société qui édite Claude AI, a dévoilé une campagne de cyberespionnage qui aurait été menée de façon autonome par son IA. Alors, évidemment, ce sont des Chinois. Si vous êtes américain et que vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il est chinois. Et si vous êtes chinois, vous mangez le chien. Je précise que c'est de l'humour. S'il vous plaît, ne strikez pas cette chaîne naissante. Bon, je ne sais pas si vous sentez sur cette actualité, mais ça sent un peu comme pour l'intelligence artificielle générale, un peu le bullshit. Oui, parce que dans les deux cas, on peut se demander s'il ne s'agirait pas en fait de racketter les investisseurs, les fameux VC. Pourquoi ? Parce qu'en revenant sur les faits, on remarque qu'en fait, Anthropic a publié un rapport qui n'est pas très détaillé. Il révèle que l'opération en question a été détectée en septembre 2025 et attribuée à un groupe soutenu par l'État chinois. Donc elle aurait visé une trentaine de cibles mondiales, des entreprises dans la tech, dans la finance, des agences gouvernementales, etc. en exploitant en fait les capacités agentiques, donc autonomes de l'IA, pour effectuer 80-90% de l'attaque sans ou avec très peu d'intervention humaine. Et en fait, les attaquants ont jailbreaké Claude AI, le modèle d'Anthropic, en faisant passer l'action pour un test en cybersécurité, pour en fait outrepasser les garde-fous. Ils ont pu scanner des réseaux, identifier des vulnérabilités, voler des identifiants, extraire des données sensibles et même installer des backdoors. Donc on est sur un truc relativement complexe qu'aurait fait un hacker expérimenté. Le problème est que le rapport contient trop peu d'informations précises pour que des experts en cybersécurité puissent en évaluer la véracité. Donc, certains, très naturellement, se sont demandé s'il ne s'agirait pas d'une opération marketing pour vanter les capacités de l'IA agentique de Claude, et puis accuser les Chinois, ça coûte pas cher, c'est comme le yuan, c'est un peu sous-évalué. Dites-moi en commentaire si vous y croyez et si votre chien est chinois. News suivante. Alors celle-là, elle est incroyable. L'Union européenne va peut-être alléger le RGPD pour les entreprises qui travaillent dans l'IA. Pour une fois que l'UE veut simplifier quelque chose, moi je dis qu'il faut applaudir comme une otarie. La dernière fois qu'ils se sont occupés des bouteilles en plastique, on a eu droit à des centaines de pages de normes techniques pour avoir des bouchons indétachables. Je veux dire, on n'est pas loin d'envoyer des fusées sur Mars à ce rythme-là. Donc là, de quoi s'agit-il ? L'UE envisage de simplifier le fameux règlement général sur la protection des données, RGPD, dans le cadre d'un paquet législatif qui se dénomme Digital Omnibus. Bon, avec un nom aussi étrange, je trouve ça louche, mais admettons. Ce projet est présenté à la Commission le 19 novembre 2025, et donc il va justement essayer d'assouplir les règles, notamment pour favoriser les entreprises en IA. Et parmi les mesures envisagées, on a quoi ? On a une adaptation des besoins à l'IA en allégeant les règles relatives aux cookies, mais aussi aux données que peuvent utiliser les entreprises qui travaillent dans ce secteur tout en équilibrant avec votre vie privée. Ça demande, en tout cas côté entreprise, ça vous demande de cliquer sur des fenêtres dès que vous allez quelque part sur Internet, mais côté entreprise, ça demande de la paperasse de manière extrêmement
volumique. Le plan cherche à diminuer la bureaucratie numérique, mais Milei sort de ce corps. Que se passe-t-il au sein de la commission? Moi, je dois vous dire que cela ne m'étonne pas, pour une raison simple, c'est que le RGPD a été pensé avant l'IA. Or, le carburant de l'IA, ce sont les données. C'est un peu comme nos députés, leur carburant, ce sont les taxes et nos impôts. Donc, si on ne donne pas accès aux données aux entreprises européennes, on risque simplement de perdre en compétitivité face aux autres zones du monde qui, elles, ne s'embarrassent pas de ces normes. Je vais vous donner 2 exemples tirés de mon expérience. J'ai pu discuter avec un chercheur en cybersécurité, notamment, qui m'a expliqué que pour développer des solutions en cybersécurité, il devait justement étudier les données de ses collègues. Le problème est que le RGPD l'empêchait tout simplement d'accéder à ces données, et donc il a été bloqué par le DPO de son institut de recherche, je vous dirai pas lequel, mais en tout état de cause, ça l'a tout simplement bloqué dans ses recherches, là où d'autres pays ne s'embarrassent pas de cela et sont bien en avance vis-à-vis de nous par rapport à la cybersécurité. Le deuxième exemple qui m'a marqué, c'est une discussion que j'ai eue avec un entrepreneur dans les biotech medtech qui m'indiquait qu'aujourd'hui, vous avez tout un ensemble d'IA justement qui sont mises à profit dans la recherche médicale pour, par exemple, détecter des cancers ou faire des diagnostics beaucoup plus accélérés. Évidemment, vous vous imaginez bien que pour développer ces IA, les données qui sont utilisées sont des données de santé, donc par nature des données sensibles au sens du RGPD, ce qui demande justement tout un ensemble de protection. Par conséquent, le RGPD pour ces entreprises est un obstacle objectif, qu'on le veuille ou non. Et cet obstacle n'existe pas partout. Donc ça veut dire que vous avez de la recherche médicale appuyée par de l'IA qui va être accélérée dans d'autres zones du monde, en Chine ou aux États-Unis par exemple, et ralentie en Europe. C'est pas très étonnant finalement de voir la Commission se pencher sur cette question. On verra de quoi elle va accoucher. Est-ce que la montagne accouchera d'une souris? Ce sera à voir. Mais en tout état de cause, je pense qu'on doit y porter attention à cet effort de simplification. Maintenant, entre vous et moi, croyez-vous sincèrement que le RGPD protège vos données? C'est ça le problème. Quand on voit les millions de données qui ont fuité, qu'il s'agisse du piratage de Free, SFR, Bouygues Télécom, France Travail, les mutuelles, le RGPD n'y peut rien à ça et vos données se retrouvent finalement sur le dark web à la merci de n'importe quel cybercriminel, RGPD ou non. Donc il va falloir trouver un équilibre sur ce sujet. News suivante. La dernière actualité de la semaine, moi, qui m'a marqué, c'est l'affaire du rachat de Exaion, une prétendue pépite technologique française qui serait rachetée par un groupe américain. Alors cette news date d'août, mais on va quand même en parler puisqu'elle continue de faire parler d'elle. Le problème, c'est que cette histoire est un peu plus insoluble qu'on le pense, puisque rapidement, elle nous a fait penser à l'affaire Alstom, n'est-ce pas? Intérêts français cédés à des intérêts américains dans un cadre, on peut le dire, un peu louche. En l'occurrence, Exaion, c'est une filiale d'EDF qui est dédiée au calcul haute performance, qui fait du Web.3, de la blockchain, du cloud. Et concrètement, le cœur de son activité consiste à recycler en fait les supercalculateurs d'EDF qui sont utilisés pour les activités énergétiques de l'électricien, et donc de réutiliser ces supercalculateurs dans d'autres activités dont je viens de vous parler. Sauf qu'en août dernier, justement, la société Mara Holding a annoncé son intention de racheter 64% du capital d'Exaion. L'objectif de Mara, qui est un groupe spécialisé dans le minage de Bitcoin dans le monde, fait d'utiliser Exaion et notamment les atouts énergétiques de la France pour miner du Bitcoin et faire du profit. Donc jusqu'ici, on comprend la logique. Alors évidemment, avec les anticorps de l'affaire Alstom, plusieurs acteurs se sont, je dirais, indignés face à ce rachat, dont notamment l'entrepreneur Sébastien Gouspillou, très connu dans le monde de la crypto-monnaie, ainsi que l'Institut du Bitcoin, et d'autres de ses comparses. Ils ont d'ailleurs proposé une offre de rachat d'une part du capital à hauteur de 30 millions d'euros, justement pour maintenir Exaion sous contrôle français. Le souci dans cette histoire, c'est qu'on a beaucoup entendu la version de ceux qui s'opposent à cette opération parce que, très concrètement, EDF s'interdit de communiquer sur le sujet. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il s'agit d'un grand groupe, un peu mammouthesque, qui a un peu de mal avec la communication d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux notamment, qui peut partir viral très rapidement. Et justement, comme je vous le disais, il y a ce scandale Alstom que tout le monde a en tête. Donc forcément, il y a des anticorps français qui ont réagi de manière épidermique. Dans une histoire comme celle-ci, il faut toujours avoir les deux côtés. Et le côté, je l'ai eu notamment de sources certaines anonymes, le côté de ceux qui sont pour cette opération est quand même intéressant, parce que ce qu'ils notent, c'est qu'Exaion en réalité est en faillite. Et c'est vrai que quand on regarde les données, c'est une société qui n'est pas bénéficiaire. Une société qui n'est pas bénéficiaire, soit elle est en faillite, soit elle est renflouée à coups de millions tous les ans par la société mère, en l'occurrence le groupe EDF. Donc elle n'a pas de modèle économique en réalité viable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les supercalculateurs qui sont
réutilisés par Exaion, c'est un peu du recyclage. En discutant avec des experts techniques, ce qui m'expliquait, c'est que on n'est pas sur le top de la technologie disponible chez EDF ou en France tout simplement. Donc, est-ce qu'on est sur de la technologie critique dont la France ne pourrait pas se passer? C'est pas certain. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est mis en avant, c'est qu'en vérité, Exaion n'ayant pas de modèle économique, a priori, le fait de rentrer dans le giron du groupe Mara lui permettrait de retrouver des débouchés à l'international. Maintenant, si vous voulez, une fois qu'on a les arguments des deux côtés, on peut se poser quand même pas mal de questions. Il y a notamment une clause de non-concurrence qui est prévue dans l'accord. Donc cette clause, elle interdirait en fait à EDF d'opérer sur les secteurs d'activité d'Exaion pendant 24 mois. Donc concrètement, ça l'empêcherait d'aller sur du Web.3, de la blockchain, etc. Donc vous avez ceux qui disent mais c'est terrible puisque finalement on va obérer les potentialités d'EDF en la matière. Et puis vous en avez d'autres qui vous diront oui mais EDF n'a peut-être pas vocation à faire du minage de Bitcoin. Donc c'est une affaire qui est relativement complexe. Maintenant elle va être étudiée de très près. Elle est étudiée déjà en réalité par les services de l'État qui sont en charge de la protection de nos intérêts économiques. Donc on a un service au sein de Bercy qui s'appelle le SICE, SI2SE, et ce service n'existait pas, ou en tout cas n'était pas opérationnel au moment de l'affaire Alstom. Justement, c'est lui qui est chargé de mettre en œuvre la fameuse loi de blocage qui permet d'interdire certains investissements étrangers quand ils s'attaquent aux intérêts français. Donc on verra ce qui va en ressortir. Maintenant, moi l'impression que ça me donne après avoir discuté, je dirais, avec les deux côtés, c'est que je suis pas sûr qu'on soit sur un sujet de souveraineté. On est peut-être tout simplement sur une bataille entre deux visions entrepreneuriales. D'un côté, la vision de Mara, qui est certes une vision étrangère, et de l'autre côté, la vision de Sébastien Gouspillou, qui quelque part défend un peu sa crèmerie. Il est entrepreneur dans le Bitcoin, c'est bien naturel qu'il essaye de mettre la main sur une partie du capital, peut-être demain la totalité d'Exaion. C'est de bonne guerre quand on est entrepreneur, on cherche toujours des investissements rentables. Mais en tout état de cause, c'est une affaire à suivre. Et je voulais vous en parler, vous donner justement les deux versions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va perdre un atout stratégique? Est-ce qu'on s'en fiche? Est-ce que EDF doit miner du Bitcoin ou non? Le débat est ouvert. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette revue de presse qui sera hebdomadaire. C'est une première pour ce format, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces actualités, mais aussi ce que vous aimeriez voir aborder tout simplement. C'était Jérémy pour la chaîne Risque Intel Média et je vous dis à la semaine prochaine.